Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien sur cette fin de semaine. Semaine qui a été quand même beaucoup plus compliquée que la semaine précédente. On a l'euphorie qui est en train de se calmer, on a beaucoup d'incertitudes qui arrivent avec les différents mouvements de marché, mais encore une fois, ce sont des mouvements normaux dans une phase de bull run et je vais vous expliquer pourquoi je suis excessivement bullish, pourquoi je pense que c'est une très bonne phase et qu'on est au bon endroit au bon moment. Alors oui, je sais qu'il y a pas mal de questions par rapport à l'incertitude générale. Dans les commentaires d'hier, de la vidéo d'hier, on me parlait de double top, que ça y est retourné en bear market. Je sais que c'est compliqué, surtout si vous venez d'arriver, surtout si vous avez déjà tout vendu et que vous posez la question qu'est-ce que je fais maintenant, ou que vous avez tout acheté au top et que ça retrace, forcément c'est plus compliqué que prévu ou plus compliqué que vous ne le pensiez, c'est normal. Encore une fois, la phase de bull market, c'est quelque chose d'intense qui n'est pas une simple bougie verte, c'est beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de portes de saloon, c'est-à-dire beaucoup de liquidation, on va le voir un petit peu plus tard. Je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez une vidéo qui vous explique ma méthode d'investissement, si jamais ça vous intéresse et que vous en avez besoin. On commence tout de suite où on en est. Je voulais vous dire qu'on est dans la période de media attention, d'accord. On vient de finir le first sell-off, le bear trap qu'on avait eu dans ce bull flag, hein, d'accord, cette grosse zone-là. On voit qu'on est dans la media attention, on commence à avoir de plus en plus de communication autour de Bitcoin, on en parle, que ce soit M6, etc., etc., ce qui est normal, on se rapproche des 100 000. Encore une fois, on est ATH sur ATH, on fait des plus hauts sur des plus hauts systématiquement, et je peux vous assurer que quand on cassera les 100 000 $, on sera absolument partout. Ça rappellera quand on a cassé les 10 000 $. C'est un changement de chiffre. On est passé dans la cassure des 10 000 $ à Bitcoin à 5 chiffres. Là, on va passer Bitcoin à 6 chiffres. Et c'est quelque chose qui va être très médiatisé. Et donc, vous pouvez vous attendre vraiment à avoir un afflux de personnes qui va être sans commune mesure avec ce qu'on vit actuellement. Certaines personnes vont me dire, oui, mais déjà, il faut arriver à 100 000 $. Personnellement, je pense qu'on va arriver à 100 000 $ très vite. Encore une fois, ça vient de commencer et on est déjà à 7 000 $, 200 000 $. On a atteint les 93 000 en juste l'espace d'une semaine avec les élections de Trump. Pourquoi les élections de Trump jouent autant là-dessus? Il n'y a pas que ça, mais en l'occurrence, l'élection de Trump a entraîné le fait que Elon Musk rentre au gouvernement avec le département of Government Efficiency. Alors c'est pas pour rien, il a déjà créé le @Doge. Doge, ça vous parle, c'est le même coin préféré de Elon Musk. Et Elon Musk, on le rappelle, est quand même pro-crypto majoritairement. Donc il va faire des grosses coupes budgétaires au niveau de l'administration. On parle du ministère de l'Éducation, on parle plein d'autres choses. Globalement, le but, c'est de faire un maximum de gains d'efficacité. Donc, ça veut dire qu'on va couper une grosse partie dans les budgets pour pouvoir aller vraiment à l'essentiel. Et aussi, ça veut dire qu'on va avoir peut-être des diminutions et on voit que c'est en train d'être préparé. Il y a une liste de personnes au Pentagone, par exemple, et d'officiers qui vont être virés, a priori. Et je pense que ça se fait dans toutes les administrations. On va avoir vraiment beaucoup de changements, surtout que on a la House qui est officiellement, ça y est, aux Républicains. Donc les Républicains possèdent la présidence, possèdent le Sénat, possèdent derrière la House. Donc on a le Congrès et le Sénat, et du coup la présidence qui sont républicains, ça veut dire qu'ils ont les coups des libres pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, appliquer ce qu'ils veulent. Et je pense que on va avoir beaucoup de modifications. Et c'est ce que l'on voit aussi au niveau de BlackRock, en tout cas moi c'est ma façon de le lire. Quand je vois que le fonds tokenisé de BUIDL qui était construit uniquement sur Ethereum, BlackRock décide de l'étendre à Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism et Polygon, d'accord? Globalement, plein d'autres technologies, des layers qui sont EVM compatibles, on a à côté des layers 2 d'Ethereum. Oui, c'est en train de s'étendre parce que on sait qu'on va avoir un cadre réglementaire beaucoup plus simple. Si BlackRock le fait et prend ce risque-là, à un moment donné, il faut comprendre que c'est que il y a une certitude que le cadre réglementaire de la crypto va être vraiment simplifié. Et je pense que vous l'avez compris si vous avez écouté aussi le CEO de Coinbase. Alors oui, je suis d'accord, il l'a dit à plusieurs reprises, ça s'est pas forcément passé de cette façon-là, mais en l'occurrence, on est quand même dans un setup où, en effet, la réglementation crypto est quand même très intéressante, ou va être très intéressante. La seule problématique, c'est que là, on parle beaucoup à l'hypothétique. Je rappellerai juste que Trump n'est pas encore rentré au pouvoir, ce sera début janvier, le temps qu'il ratifie, qu'il mette en place, qu'il vire, qu'il nomme, etc., la totalité des éléments nécessaires pour que la crypto-monnaie puisse s'étendre.
il va falloir des semaines, voire des mois. Donc là, on est en train de pricer ça. Ça ne veut pas dire que on va continuer tout the top autour de ce narratif-là, parce que une notion de pricing, c'est qu'à un moment donné, ça va être ajusté, mais jusqu'où on va s'ajuster. Voyez-le comme ce qui s'est passé avant le lancement des ETF. On priçait l'arrivée des ETF, et c'est quelque chose qui a permis d'avoir une valorisation du prix. Et c'est un petit peu la même idée. On est dans ce setup-là, et je pense que c'est quelque chose qui va être très positif pour les cryptos. Est-ce qu'on va arriver dans un super cycle? Pour moi, on est encore très très loin de la notion de super cycle. On avait beaucoup parlé en 2020-2021, on avait beaucoup parlé au cycle d'avant, mais là, le cycle vraiment précédent, 2020-2021, c'était vraiment un narratif de fond, d'accord, qui a été poussé vraiment par 3ici, et on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas. Par contre, l'argent des institutionnels, là, bah, elle est bien là. D'accord, elle est bien là. Là, on a des ETF. C'est flagué. On peut suivre qui investit, comment, où. Et j'ai envie de vous dire qu'on a bien du volume de trading, mais pas que, hein. Quand on regarde les différents chiffres que l'on a pu avoir au niveau de l'ETF, on continue à injecter des liquidités. Le 12 novembre, 817 millions de dollars. Hier, 13 novembre, 500 millions de dollars. D'accord? On continue à injecter énormément de liquidités. Ça veut dire qu'il y a un véritable intérêt qui est en train de se faire au niveau des institutionnels qui injectent énormément. Et si je reviens sur ce que je vous montre, ici, on a le Media Attention, d'accord, ok, et on est dans le Media Attention au milieu entre l'investissement des institutionnels, qui, pour rappelons, a commencé au moment où il y a eu l'ETF qui s'est lancé, ensuite on a eu le first sell-off, le bear trap, et on est vraiment dans cette phase ici. Donc on est en préparation de la phase hyperbolique. Donc oui, on peut ressembler à une notion vraiment de super cycle, mais pour ça, on ne le saura en fait que in fine, une fois qu'on aura terminé la phase d'expansion. Est-ce qu'on aura un bear market ou pas? Je pense que comme d'habitude, on aura une phase de contraction. À partir du moment où on commence à avoir trop d'euphorie, on a une forme de bulle qui est en train de se créer due à la phase d'hyper-expansion. Il faudra impérativement avoir une stratégie de sortie pour pas se faire cramer, comme de nombreuses personnes qui ont fait plusieurs cycles et qui n'ont pas été capables de vendre, ou en tout cas pas totalement, et qui apprennent petit à petit de leurs erreurs. Je pense qu'il est important d'apprendre de leurs erreurs, et si vous n'avez pas fait de cycle, comprenez que le plus compliqué sera de vendre, et qu'il faudra combattre la cupidité, ça c'est sûr et certain. Bon, on avance dans les nouvelles, dans lesquelles nous avons aussi des nouvelles qui sont pas forcément ultra sexy. Entre guillemets, c'est que on a beaucoup de leviers qui est en train de se faire, on le sait. Donc là, on a vraiment une accélération des leviers sur la fin d'année. On voit que septembre, on a eu vraiment la mise en place d'un début d'accélération avec une liquidation. On a rattrapé tout le mois d'octobre et le mois de novembre, on accélère très très fort. Donc là, c'est le ratio d'open interest par rapport à la réserve du SDT, donc par rapport à la liquidité réelle. On n'est pas loin des 60%, d'accord? Là, quand on commence à se diriger entre 60 et 80%, c'est là où généralement on a une cassure forte dans lequel on a une liquidation. Ces liquidations sont généralement le moment où on retrace entre 10, 15, 20%, et forcément, ça fait très mal. Il faut le prendre en considération, et c'est pour ça aussi qu'on surveille ici ce qui se passe au niveau des outflows sur les mineurs. On sait qu'ils peuvent être à l'origine de ce retracement. On a un outflow qui est arrivé maintenant, d'où le fait que les 90 000 ont été un petit peu compliqués à passer au niveau de Bitcoin, dans lequel on a beaucoup de mineurs qui ont vidé une partie de leur BTC, ce qui est normal, ils reprennent de la liquidité, ils n'avaient pas vendu durant une grosse partie de 2024, et donc forcément à un moment donné, il faut qu'ils respirent. Alors dans le reste des nouvelles, j'ai 3 choses à vous donner. La première, c'est que on a le CEO de Polymarket qui est en train de se faire enquêter sur la victoire de Trump et comment ils ont été capables de le prédire. Intéressant de voir. Ça fait un spotlight sur, en effet, Polymarket. Par contre, je pense qu'il y en a un qui est quand même bien moins content. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est ce qu'il y a eu du Trading Inside. Donc là-dessus, je pense qu'on aura des nouvelles qui ne seront pas forcément positives pour Polymarket à surveiller de près. Autre nouvelle, si vous utilisez Phantom sur votre application, et notamment si vous avez un Apple, vous allez avoir certainement un app reset qui va arriver après la dernière mise à jour. Donc faites bien attention à récupérer, à sauvegarder votre phrase, votre recovery phrase. Surtout, ne la stockez pas dans une image ou écrite, d'accord? À minima, mettez-le dans un gestionnaire protégé de mot de passe où vous pouvez le stocker de cette façon-là. C'est vraiment le minimum que vous devez avoir. Donc faites bien attention là-dessus. Vous risquez d'avoir des surprises si jamais vous faites la dernière mise à jour dessus sur iOS, parce que vous risquez d'avoir un app reset et de perdre votre clé. Donc faites très très attention. Autre chose que je voulais vous donner, très important, c'est ce qui se passe sur Ethereum. Ethereum,
travail de folie sur beaucoup d'éléments, comme par exemple la notion de Smart Transaction. Globalement, c'est un travail qui existe depuis quasiment un an. Ça y est, ils en parlent maintenant, dans lequel on va avoir des applications qui seront hybrides avec la capacité de pouvoir se programmer sur le temps et sur des suppositions et des itérations. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se rapproche vraiment d'une notion d'ordinateur partagé et ce qui est la vision finale d'Ethereum dessus. Et c'est pour ça que je vous dis que peut-être sur Ethereum, vous n'êtes pas assez bullish, et je vous le dis à plusieurs reprises, dans lequel on voit bien qu'on a des inflows, donc c'est-à-dire de l'injection monétaire aussi au niveau d'Ethereum, hein. On parle de 100 millions, 150 millions qui rentrent tous les jours, et derrière Ethereum, il faut comprendre qu'il y a un cadre juridique qui était compliqué, où Gary Gensler n'a jamais voulu considérer Ethereum comme étant une commodities, et il avait même dit à demi-mot que Ethereum était une securities. Donc forcément, c'est compliqué d'investir dessus, c'est compliqué d'avoir une représentation d'Ethereum comme étant de la value, même si on a eu un ETF qui a été validé, ce n'était pas suffisant, et c'est pour ça que d'avoir un changement de réglementation, ça serait vraiment le go-to-market pour Ethereum, et je peux vous assurer que là, on aura quelque chose qui éclatera à la hausse. Bon, sans plus tarder, on attaque l'analyse technique. Juste petit rappel que l'IPC, on est dans les clous, donc l'inflation n'a pas bougé. C'est plutôt positif, ça veut dire qu'on peut continuer à avoir une Fed qui diminue les taux tranquillement. On va pas avoir de grosses peurs tout de suite, et on verra dans les 6, 9, 12 prochains mois, mais ça c'est encore bien plus tard. Au niveau du S&P 500, on est dans une forme de consolidation plutôt classique, hein. Donc là on considère bien que on est vraiment en train de travailler le cours sur cette semaine. Donc à voir si on maintient bien le niveau des 6000 points. 6000 points, c'est vraiment le niveau clé au niveau du S&P 500. Nasdaq, pareil, on est dans une phase de consolidation, donc rien à ajouter. Et ce qui fait que forcément BTC a moins d'engouement parce que on n'a pas derrière les actions qui poussent, qui l'emmènent, ce qui était plutôt positif. On est vraiment dans une phase de respiration sur la phase des 90 000. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Dans lequel on a eu, là je reprends le graphique que j'ai présenté sur ce début de semaine, où on a eu une phase de consolidation très forte avec ici premier retracement qui avait été effectué, et ensuite on a une accélération dans les 93 000, on est allé faire encore un nouvel ATH avant de faire de la liquidation ici, et on a maintenu le 618 de ce mouvement-là, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a maintenu un niveau clé. Ce niveau clé veut dire que si on se positionne plutôt bien, on devrait ici consolider là pour repartir. Ça, c'est la première supposition qui serait la plus bullish, à savoir que quand on rentre un petit peu plus dans le détail, on voit qu'on a eu quand même pas mal d'informations là-dessus. La première chose était le fait qu'on avait une divergence haussière ici, ensuite qui nous a donné justement cette accélération haussière, et le fait qu'on est allé retracer cette zone-là, quand on regarde le volume, on voit qu'on est allé retester pile poil la zone de volume, le 618, on a ravalé la mèche, accélération haussière, on a reconsolidé au-dessus de ces tops-là, et là on est en train de retravailler. Ce qui est vraiment le plus intéressant et le plus probable, serait d'avoir ici un retraitement comme ça pour repartir à la hausse, et c'est un petit peu ce que l'on a connu dans cette phase-là, d'accord, de consolidation, dans les alentours des 80 000, zone, encore une fois, importante, d'accord, 90 000, 80 000, et je pense que ce sont des paliers dans lesquels on aura toujours ce travail-là du cours, et c'est un petit peu les patterns qu'on retrouverait en 2021, aussi au niveau de BTC, dans lequel on avait des phases d'accélération, et ensuite des phases de consolidation qui se construisaient un peu de la même façon, qui étaient un tout petit peu différentes, parce que du coup c'était sous une forme de triangle, là c'est pas le cas, là on voit qu'on a quelque chose qui se travaille de cette façon. Si jamais ce n'est pas le cas, si jamais on est bien dans un retracement qui peut être un peu plus agressif, qu'est-ce qu'on a comme target? J'ai envie de vous dire que là, on va dézoomer, on va prendre le début de ce mouvement, donc qui est pour moi ici, le top de ce mouvement, et on prend la règle de continuation de tendance, on va rezoomer autrement, et qui serait ici les 85 500 pour le 382, donc continuation de tendance, qui est plutôt logique, et ensuite, si jamais on va chercher un tout petit peu plus bas, on a ici l'extension de Fibonacci sur cette impulsion baissière et ce retracement. Ça nous donne une target qui est à peu près identique, hein, d'accord, 85 200 à 84 680, qui serait peut-être la target d'une mèche, avant d'avoir la consolidation. Ça veut dire qu'on va chercher les liquidités qui se trouvent en dessous. Je vous rappelle que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de leviers. À un moment donné, les leviers ne sont pas en short, sont majoritairement en long, quoique on a quand même pas mal de short, comme on le voit dans les liquidations. On liquide du long, on liquide du short. Donc on a toujours beaucoup de mouvements pour essayer
d'alléger un maximum les leviers qui se trouvent sur le bull run. C'est toujours le cas, c'est ce qu'on appelle les portes de saloon. Le but, c'est de faire des mouvements haussiers et baissiers très rapidement pour pouvoir liquider un maximum de personnes. Quelque chose que l'on voit aussi dans les contrats. On a fait ici une porte de saloon. Regardez, on est monté très très haut, quasiment à 1,6 million de contrats court terme, et on est redescendu à 1 million de contrats court terme. D'accord? Est-ce que c'est suffisant? Non. Je pense que c'est encore un signe peut-être d'aller créer un mouvement pour reliquider. Et la liquidation, quand on regarde le mouvement qu'on a eu là court terme, on voit que les gros clusters de liquidation se trouvent dans les alentours de 85 000. Est-ce qu'on n'irait pas faire une mèche pour liquider toutes ces parties-là pour repartir à la hausse? C'est la grande question qui va falloir se poser. Et on aura, dans tous les cas, je pense, la réponse d'ici la fin de semaine. On n'oublie pas que le vendredi, c'est une journée qui est toujours très compliquée, dans laquelle on va liquider un maximum. On a toujours beaucoup de volatilité, mais pour moi, je garde toujours le premier scénario que je vous ai donné comme scénario le plus intéressant parce qu'on est vraiment dans cette démarche-là où on pourrait aller chercher justement plus haut. Au niveau de la dominance, c'est un petit peu ce que l'on voit. BTC reprend de la dominance, on a les alts qui sont quand même en train de se faire écraser, qui est plutôt normal. BTC est en dominance, donc pousse petit à petit pour dépasser les 60%. Et donc ici, on se retrouve sur un BTC qui continue son accélération. Donc on est toujours dans cette même démarche où on est au début de cette phase parabolique, où les liquidités se déversent dans quoi? Dans Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est ce qui est statué à l'heure actuelle en termes de réglementation comme étant la commodities. C'est ce sur quoi les institutionnels investissent et tradent à travers les ETF. À un moment donné, ça reste la valeur la plus importante, et le shift, pour moi, se fera à partir du moment où on aura le vecteur purement réglementaire qui se mettra en place, avec une ouverture des vals sur les autres projets crypto, et donc à ce moment, on aura la dominance qui chutera, et qui chutera très fort pour pouvoir rentrer dans la alt season. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.